Je suis née au début des années 80. J'ai vécu mon adolescence dans les années 90. À l'époque, le sida était sur toutes les lèvres. On portait le ruban rouge, on savait que le 1er décembre est la journée mondiale du sida. Les artistes étaient mobilisés. Elton John, Madonna, Bruce Springsteen chantent à propos du virus. Le film Philadelphia connaît un immense succès. Au Québec, les artistes s'unissent pour chanter Au nom de l'amour et pour conscientiser la population. Mitsou fait un test de dépistage du VIH en direct à la télé. Alors que je me prépare pour les rôles que je vais interpréter dans la pièce « N'essuie jamais de larmes sans gants », je me pose plein de questions. Je m'appelle Frédéric Bradet, je suis comédienne dans la pièce, et vous écoutez « N'essuie jamais de larmes sans gants », le balado. Épisode 1, la médecine. Extrait de l'adaptation pour la scène, écrite par Véronique Côté. Ce récit parle d'une époque et d'un lieu. Ce qui est raconté dans cette histoire, c'est réellement passé. Ça s'est passé ici, à Stockholm. Dans ces quartiers, chez les gens qui ont leur vie ici. Dans les parcs de cette ville, à ses terrasses de café, dans ses bars, ses saunas, ses cinémas porno, ses hôpitaux, ses églises, ses cimetières. Ce qui est raconté dans cette histoire s'est passé simultanément dans beaucoup d'autres lieux à la même époque. Mais c'est à d'autres que nous d'en faire le récit. Ce qui est raconté dans cette histoire continue de se passer aujourd'hui. Ça se passe tout le temps. Mais ça non plus, ça n'appartient pas à notre récit, même si ça se perpétue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, je constate que le ruban rouge a disparu de notre paysage. Pourtant, le sida fait encore de 700 000 à 1 million de morts chaque année. Raconter est une sorte de devoir. Une manière d'honorer, de pleurer, de se souvenir. Une manière de mener la lutte de la mémoire contre l'oubli. Pourquoi est-ce qu'on a cessé de parler de cette épidémie? La pièce nous présente la maladie au moment où elle a été découverte. Mais qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui, 40 ans plus tard? Qui vit maintenant avec ce virus? Est-ce qu'on en parle assez? C'est avec ces questions en tête que j'ai rencontré le journaliste scientifique Yannick Villedieu pour tenter de faire un portrait de la situation aujourd'hui, en 2023. Ce qui est incroyable, c'est au moment où les homosexuels comme communauté font des gains importants aux États-Unis, même en Suède, on le voit, on va comprendre qu'il y a le sida, en 83, 84, 85. Au moment où on va comprendre ça, on a déjà plein de gens qui sont contaminés parce que ça fait 8-10 ans que ça arrive. Hein, d'ailleurs, le premier décès dans le livre, c'est 83, 84, je ne me rappelle plus son nom. Puis il dit à Noël, il a du mal à avaler un peu. Là, c'est le Reine, oui. Oui, Reine. On ne sait jamais comment prononcer, là, mais... Oui, moi, je me suis dit, je ne peux pas dire Reine. Non, c'est ça, c'est je Reine. Je l'ai lu comme René ou Reine. Oui, c'est ça. Absolument. Mais quand vous dites, là, il n'y a pas de symptômes du tout. Là. Ça peut être pendant 8-10 ans où les gens, est-ce qu'ils vivent la maladie est comme enfouie, mais ils n'ont aucun symptôme, là. Non. C'est ça. Ce qui se passe généralement, c'est qu'au moment de la contamination, quelques jours après, tu as quand même une petite fièvre ou ça va un peu mal, mais comme n'importe qui est insignifiante au fond. Et après, ça redevient silencieux. Et chez certaines personnes, ça peut être vraiment plusieurs années, 8 ans. Chez d'autres personnes, ça va plus vite. Mais bon, il y a toujours une variation entre les individus. Hein. Mais c'est plusieurs années pendant lesquelles on est infectieux, on contamine, en fait, et sans le savoir. Alors, on imagine, donc, comme il y a des relations multiples et changeantes, on imagine très bien la catastrophe que ça a été. Au fond, ça a été... Il y a eu un déferlement de ces infections-là qui sont faites pendant les années, en gros, je ne sais pas moi, probablement que 75, 78, jusqu'à ce qu'on sache bien c'était quoi le sida, que c'était une maladie infectieuse. Mais encore en 1983,
quand je parle de ma première conférence où je vais à New York, il y a deux clans dans la salle qui s'affrontent. Un qui dit, notamment les jeunes Français de Montagnier, il y a un nouveau virus qui est responsable de ça. Ils n'ont pas la preuve définitive et solide au point de vue scientifique, mais ils ont des sacrées bonnes indications. Puis il y a l'autre clan qui dit, c'est pas la peine de chercher un nouveau virus. Regardez, donc Dr Zonabend, qui dit, c'est le surmenage immunitaire. Ils ont tellement une maladie de toutes sortes d'infections que le système immunitaire s'écroule de lui-même. Bon, donc on comprend qu'il y a un problème du système immunitaire. Mais la cause, même en 83, fin 83, on se bagarre encore pour savoir si effectivement il y a un virus, un nouveau virus. C'est incroyable. C'est fou. Alors on voit donc dans toutes ces années-là, puis alors la maladie dans les milieux, dans les associations, dans les milieux homosexuels, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit des morts déjà, on voit des choses qui arrivent, qui sont pas expliquées, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a un virus, un nouveau virus. Mais disons, en gros, jusqu'en 1984, on est encore... il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est ça, scientifiquement, on a ce qu'il faut. Mais en science, il faut avoir une preuve béton, hein, et c'est difficile. Et finalement, on arrive à voir ça. Donc, fin 83, 84, on dit, bon, on s'entend, on a un nouveau virus, c'est qu'on va appeler le VIH. C'est lui qui est la cause de cette maladie-là. Mais pendant longtemps, il va y avoir encore des gens qui vont discuter ça. Bon, je ne l'ai pas mis dans mon livre, mais il y a toute une... il y a un grand virologue américain de San Francisco, je pense, qui va continuer à dire que le virus n'est pas la cause du sida, que c'est autre chose. Et je me souviens, ça a bouleversé les milieux scientifiques et tous les ans, ils arrivaient, le Zonabend arrivait, on disait, c'est pas la cause parce que... Alors, les gens se travaillaient, ils revenaient, ils disaient, non, ton histoire est pas bonne. Et lui, pendant des années, a continué, et il continue encore, probablement, et il était à l'origine en 2000, quand le président de l'Afrique du Sud dit le virus du sida n'est pas la cause du sida. En 2000. Ça cause tout un problème majeur. Il y a encore des gens, mais là, ils sont immensément minoritaires. Là. Ils sont quelques-uns. Là. Mais il y a eu donc ce moment-là où on cherchait, est-ce que oui, vraiment, c'est la cause du sida? Très, très vite, bon, la communauté scientifique, en gros, je veux dire, dès 83, 84, on s'entend, puis on écoute ce gars-là, parce que c'est un grand virologue, le gars en question. Hein, on l'écoute quand même un peu pour voir ce qu'il dit, parce qu'en science, hein, toute personne qui avance quelque chose, on va l'écouter, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas fermé, la science, au contraire, c'est très ouvert. Et ça va prendre vraiment, mais disons, en 1990, là, c'est fini. Là. On sait que c'est... Même avant, mais on sait qu'on ne parle plus à ce gars-là. Quoi. Non, c'est ça. Nous, avec l'équipe du balado, on a constaté quelque chose, c'est que le ruban rouge est pratiquement disparu du paysage. Comment on peut expliquer ça, que ce symbole qui était si fort... Les jeunes générations ne le connaissent presque pas. D'ailleurs, il est sur la couverture de votre livre. Oui. Ben, c'est que ça traduit un peu la perception qu'on a du sida. C'est-à-dire, à partir de 1996, quand arrive la trithérapie, qui fait des miracles. Des gens étaient en train de mourir, ils prennent la trithérapie, ils reviennent sur pied, ils recommencent à travailler, ils revivent une vie normale. Ils ont une trithérapie bien contrôlée. Aujourd'hui, les personnes qui portent le virus, parce qu'on le porte toute sa vie, tout le temps, ont une espérance de vie semblable aux gens. Ils meurent d'autre chose. Ils vont mourir d'une crise cardiaque ou de je sais pas quoi. En tout cas, ils ont une espérance de vie semblable aux gens qui n'ont pas le VIH. Donc, c'est très différent. Alors donc, l'impression que le VIH et que le sida est important a petit à petit disparu parce que la trithérapie en a fait d'une certaine façon une maladie chronique, un peu comme le diabète. On ne parle pas du diabète, hein, bref. Donc c'est comme ça, on a un peu oublié le sida, on a un peu oublié que ça existait encore.
Récemment encore, un médecin de Montréal, le docteur Thomas, qui est une image, une figure fondamentale du sida à Montréal, me racontait un jeune homosexuel, 19 ans, qui arrive à sa clinique, qui a eu plusieurs maladies vénériennes, qui n'a pas été testé, il le teste, il est VIH+, il est séropositif, il porte le virus du sida. Le docteur Thomas lui parle de ça, et le jeune tombe du ciel. Il ne sait pas c'est quoi le sida. Oh, oui, comme vous dites. Oui. Ah, lui, Régent Thomas, les bras lui sont tombés, mais ça arrive encore. Donc, le sida est comme une maladie du passé. Comme une maladie. Donc, le ruban rouge, on le porte moins à cause de ça. Exact. Parce que moi, je fais partie de... je suis née dans les années 80. Pour nous, dans les générations des années 80-90, puis les jeunes, là, quand on a grandi, c'était tellement omniprésent. Puis même, il y a le sentiment de peur là, qui nous revient quand on en parle, que c'était épeurant, puis on voulait se... Et puis maintenant, justement, on a l'impression que la trithérapie a tout réglé, puis que le virus est chose du passé, mais c'est pas le cas. Évidemment, c'est pas le cas. Puis est-ce que, donc, c'est important, là, je réponds un peu en même temps en posant la question, mais c'est encore important de parler du sida. Parce que là, il y a des jeunes qui connaissent même pas le virus. Oui, mais il y a des gens qui m'ont dit, quand mon livre est sorti, pourquoi tu parles du sida? Il y a la COVID. J'ai dit non, le sida, c'est pas fini. Le sida, c'est encore, en ce moment, là, dans le monde, entre 700 000 et 1 million de personnes qui meurent. Il y a 32 ou 34 ou 35 millions de personnes qui portent le virus. Parce que quand on a le virus en soi, on le porte pour toujours. Vous avez une trithérapie, vous l'arrêtez, le virus ressort. Donc, c'est encore quelque chose d'actuel. C'est encore une maladie qui tue. C'est encore une maladie très, très grave. Et puis, c'est une maladie qui, au point de vue, qui n'est pas vaincue parce qu'on ne guérit pas le sida. Ça, c'est le grand problème. On arrive à contrôler la présence du virus, on n'a pas de virus détectable dans le sang, avec une bonne trithérapie bien faite, là. Et puis, si vous arrêtez, ça recommence. Donc, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas guérir le sida. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'il faut en parler. Et puis c'est une maladie qui a aussi encore aujourd'hui, qui a quand même une dimension sociale, sociétale. Il y a quand même encore, c'est la maladie des homosexuels, il y a encore de la discrimination envers les homosexuels. C'est pas fini, même chez nous. Alors, il y a des pays où c'est criminalisé, où c'est criminel, où on exécute, où on tue des homosexuels. Faut le savoir. Oui. Mais même chez nous, il y a quand même, on a fait des progrès formidables dans ce domaine-là. Mais encore, il y a cette discrimination là qui existe, plus ou moins claire, de l'homophobie. Ça existe encore. Absolument. Ça existe encore, ouais. Puis, ça a été prouvé à travers les années que le virus, c'est pas seulement une affaire des homosexuels, mais est-ce que vous pensez, on sait qu'au début, là, il y avait une honte certaine à porter ce virus, évidemment. Est-ce que c'est encore le cas selon vous? Est-ce que les patients qui sont atteints ont encore honte d'en parler? Est-ce qu'ils cachent encore cette chose-là ou pour nous, c'est accepté? Ce qu'on croit, moi, j'ai pas de patients, je suis pas médecin, je vois pas de patients, mais ce que j'entends et ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a encore quelque chose de négatif c'est pas comme une jambe cassée où vous avez la jambe cassée puis vos copains viennent signer votre plâtre à l'hôpital là, ou même plus à l'hôpital, on va plus à l'hôpital pour ça. Ils viennent signer votre plâtre puis c'est bien. C'est encore une maladie dont on parle à moitié. C'est encore une maladie. Si on reprend le vieux vocabulaire des maladies vénériennes, puisque ça aussi c'est du vieux vocabulaire, une maladie honteuse. Il y a encore un peu ça. Moins. Mais il y a encore un peu ça, je crois, d'après ce que j'entends, d'après ce que je comprends. Mais heureusement, il y a beaucoup moins de cas, donc c'est moins prégnant dans la société. Mais ça existe encore. Et vous parliez justement qu'on ne peut pas guérir le sida. Il y a quand même... il y a 3 personnes qui ont été rapportées comme guéries du sida dans un article, entre autres, de la presse en 2022. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Est-ce que ça nous dit que la médecine, la science ont évolué, évidemment, mais comment elles sont rendues là, face au virus? D'abord, ils n'ont pas été guéris par la science. Ils ont été guéris, on ne sait pas comment. Ouais. C'est 3 cas. Il y a 32 millions de personnes qui portent le sida. Il y a eu d'autres cas avant qu'on ait été guéris par la science. Le premier patient
qui a été guéri, qui était un Américain qui vivait en Allemagne, etc., a été guéri en 2008-2009 à peu près. Mais après une intervention hautement acrobatique. Il avait... Bon, c'était quelqu'un qui avait le virus du sida, qui avait le VIH, qui était sous trithérapie, donc tout allait bien, et qui a eu une forme de cancer très grave. Parce qu'on peut avoir des fois deux maladies graves. Et le médecin qui le traitait a eu... Alors, il fallait, pour le soigner, lui faire une greffe de moelle osseuse. Et le médecin qui devait faire la greffe s'est rappelé avoir lu un article tout à fait étonnant où on parlait de personnes qui sont spontanément résistantes au VIH. Il y avait eu des études qui ont été faites dans des groupes de prostituées en Afrique, prostituées femmes, hautement exposées, vous vous rendez compte, et qui étaient toujours séronégatives. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gène qui protégeait contre le virus du sida, qu'on appelle le CCR5. Et on s'est rendu compte que ce gène-là empêche le virus du sida de rentrer dans les cellules et de les infecter. Et là, le médecin a eu l'idée, il dit, si j'avais une greffe de moelle osseuse, un don de moelle osseuse qui soit compatible, évidemment, compatible avec le patient, c'est la première chose, mais dont le donneur soit porteur de la fameuse mutation CCR5 et même des deux mutations, parce que vous savez, dans un gène, vous avez un papa, le maman qui donne chacun une copie. Si vous avez les deux copies du CCR5, vous êtes vraiment protégé. Et donc, il a cherché et il a trouvé un donneur compatible avec et qui était porteur de la double mutation CCR5. Il a greffé le patient et le patient a été guéri. On l'a appelé le patient de Berlin pendant de nombreuses années. Moi, je me rappelle l'avoir vu en 2012 à Washington et il arrive et dit « Je suis guéri ». Et nous, les journalistes, ce qu'on fait jamais, on s'est levé puis on a applaudi. On était tellement émus de voir. Alors, après, il y en a eu un autre à Londres, le patient de Londres. Il y en a eu un autre aux États-Unis. Puis il y a ces trois-là qui sont, eux, ceux dont vous parlez, qui sont des guérisons dont on ne comprend pas, en tout cas. Dont la patiente, là, c'est ça. Qui est une femme d'origine raciale mixte, là, donc c'est une avancée aussi. C'est ça. Donc. Alors, donc, voilà. Alors, on a ça, mais ça vous donne en tout 6 cas sur des millions et des millions de personnes. Ce que ça a dit, au fond, le patient de Berlin, ce que ça nous... et qui est mort, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, d'autres choses. Il n'est pas mort du sida. Ce que ça a dit, ce que ça nous dit, le patient de Berlin, puis les autres, les quelques autres, c'est que, on dit, c'est une preuve de concept, comme on dit en médecine. Ça veut dire que oui, c'est possible de guérir quelqu'un. Mais comment, on ne le sait pas. Et pas en faisant des greffes de moelle osseuse, parce que c'est quelque chose de très risqué. Très lourd, très important. Vous ne pouvez pas vous mettre 32 millions de personnes en greffe de moelle osseuse. Ça va de soi. Ouais. Donc, il faut trouver un système. Et donc, on est là, on en est là. La preuve de concept que quelqu'un peut être débarrassé du virus existe. On l'a fait. Puis chez le patient de Berlin, on l'a cherché le virus comme vous ne pouvez pas imaginer. C'était un héros, d'ailleurs. Il a subi tellement d'interventions médicales pour, justement, faire avancer la science, au fond. Donc, on a la preuve de concept, mais comment le faire, et surtout comment le faire à grande échelle, on n'a pas d'idée. C'est le grand défi scientifique, c'est de dire, il faut guérir le sida, il faut pouvoir éradiquer le virus, mais le problème, c'est qu'il se cache dans ce qu'on appelle des réservoirs. Puis que, bon, alors, actuellement, en science, la grande recherche est sur les fameux réservoirs. Comment repérer une cellule qui est infectée? Parce que le virus, quand il se cache dans une cellule, il se cache là, il est dormant pendant des années, sans rien. Et qu'est-ce qui fait? Comment on peut distinguer une cellule dans laquelle il se cache d'une cellule voisine dans laquelle il n'est pas? Et ça, c'est un grand, grand, grand problème scientifique, et peut-être qu'on va réussir. Peut-être que tout le monde dit dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, qu'on aura quelque chose, mais pour l'instant, on ne guérit pas le sida. Je reviens justement à ce qui se passe là, avec le sida en ce moment, les jeunes s'en rendent pas beaucoup compte que ça existe encore, là.
est-ce qu'on a assez de sensibilisation? Est-ce que ça devrait être la cible, justement, à sensibiliser? Est-ce qu'on devrait avoir un regain de prévention? Nous, on se rappelait, à notre époque, quand j'étais adolescente, à quel point il y avait des affiches partout, dans les toilettes, dans les écoles, qui parlaient de ça. Là, on n'en voit plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas regagner cette c'est ce que les médecins de santé publique disent. Et d'une façon générale, il n'y a plus d'éducation sexuelle, ou il n'y en a pas, ou à peu près pas dans les écoles. C'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on fait pas, qu'on fait mal. Oui, il faudrait encore sensibiliser. Mais la question est, oui, mais pour combien de gens? Alors, c'est toujours un peu ça. Mais je crois que oui, il faut refaire ça. Il faut ressortir le ruban rouge. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui existe encore, qui n'est pas fini et qui, quand ça frappe quelqu'un, c'est dramatique. Vous avez le virus pour toujours. Et même si on peut contrôler les effets du virus, même si votre charge virale devient détectable, donc vous n'êtes plus contaminant, c'est quand même un gain majeur. Oui. C'est quand même une maladie grave, une maladie importante, une maladie que vous traînez toute la vie. Puis on ne peut pas penser que on va prendre des médicaments importants, là. Je ne parle pas d'aspirine, mais des médicaments comme les médicaments contre les antirétroviraux, les médicaments du sida, pendant 30, 40, 50 ans, sans avoir quand même des effets secondaires qui existent quand même, mais qui sont bien contrôlés. La médecine, c'est du grand bricolage. On ajoute un peu ça, on retire, etc. Qui sont bien contrôlés, mais qui existent encore. Ça doit dépendre des individus, évidemment, mais quels sont à peu près les effets secondaires qu'on peut retrouver? Il y a des effets, je pense que là, c'est un petit peu compliqué à voir parce qu'il faut vraiment comparer des individus semblables, etc. Mais il semble qu'il y a des effets sur le système cardiaque, cardiovasculaire, il y a des effets secondaires comme ça, mais qui sont quand même relativement bien contrôlés et contrôlables. Oui. Donc, c'est pas dramatique, mais c'est quand même réel, ça existe. C'était Yannick Villedieu, dans N'essuie jamais de larmes sans gants, le balado, une production du Théâtre du Trident. À la réalisation, Denis Martel. Au montage et mixage sonore, Christian David. À l'animation, moi-même, Frédéric Bradet. Texte adapté, Véronique Côté. Dans le rôle de Reine, Samuel Larochelle. À la recherche et à la scénarisation, Mylène Feuilletot et Sophie Vaillancourt-Léonard. À la musique, Anne-Marie Bernard. À la captation des extraits musicaux, Robert Coe.